Bien, bonjour à tous. Donc, une petite vidéo pour pouvoir réviser plus facilement le chapitre pour le contrôle. Donc, le chapitre, c'est la nature du vivant. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas suffisante pour pouvoir réviser correctement. Donc, elle ne va pas vous empêcher de revoir votre cours ainsi que les différentes activités. Mais elle est juste là pour vous aider. Alors, on va commencer en parlant de plusieurs organismes tels que les bactéries, les humains et les arbres. Tous ces organismes ont un point commun, c'est qu'ils sont composés de la même matière, de la matière vivante, qui va avoir des propriétés différentes de la matière inerte, qui est par exemple la matière qui va composer les différentes roches de l'écorce terrestre. Cette matière vivante donc a des propriétés particulières, ce qui nous amène à nous poser la problématique générale pour ce chapitre. Quelle est la nature du vivant? On va décomposer cette problématique en plusieurs sous-problématiques et on va commencer par chercher à savoir quelle est la composition chimique du vivant. Puisqu'on parle de matière, on va parler un petit peu de chimie. Donc les bactéries, les humains et les arbres sont composés de matière. Et vous avez vu en chimie que la matière était elle-même composée de molécules. Et la matière vivante en particulier est composée essentiellement de molécules d'eau, mais également de molécules organiques. Les molécules organiques sont les molécules qui possèdent du carbone et de l'hydrogène. On en reparlera plus tard. Et parmi ces molécules organiques, on a vu qu'il y avait les glucides, les lipides, les protéines et enfin les acides nucléiques. Toutes ces molécules sont composées d'atomes. Une molécule est toujours composée d'atomes, de plusieurs atomes. Donc ici on a une molécule, en l'occurrence il s'agit d'un lipide, alors il y a plein de lipides différents, j'en ai pris un au hasard, et on voit qu'il est composé de plusieurs atomes. Alors ici, il y a la correspondance des différentes couleurs pour les atomes. Donc par exemple, on voit sur cette molécule qu'il y a des atomes rouges qui correspondent donc à de l'oxygène. On voit des atomes gris qui correspondent à du carbone. Et enfin, on voit des atomes blancs qui correspondent à l'hydrogène. Pour les glucides, on voit qu'il y a exactement les mêmes atomes. Pour les protéines, on voit qu'il y a ces mêmes atomes, mais en plus, on va retrouver du bleu qui correspond à l'azote. Et on voit quelques atomes jaunes qui correspondent à des atomes de soufre. Et enfin, on va prendre un exemple d'acide nucléique. Ici, c'est de l'ATP, par exemple, c'est un acide nucléique. On voit qu'il va être composé lui aussi donc d'hydrogène, de carbone, d'azote, d'oxygène, mais également d'atomes de phosphore. En fait, de manière générale, on voit que la matière vivante est composée d'eau et de molécules organiques, mais que ces molécules organiques sont essentiellement composées de 6 atomes en tout, carbone, hydrogène dans toutes les molécules organiques. Souvent, on retrouve également de l'oxygène, des fois on retrouve un peu d'azote, et pour certaines molécules organiques du monde vivant, on va retrouver en plus du phosphore et du soufre. Donc on voit que c'est uniquement quelques éléments du tableau périodique des éléments que vous avez vu en chimie qui va composer la majeure partie du vivant. Le monde inerte, la matière inerte, va être composée de n'importe lesquels de ces atomes, dans des proportions très variées. Donc on ne va pas l'étudier en particulier ici, parce que ça peut changer énormément. Un petit moyen mnémotechnique pour pouvoir retenir les atomes du monde vivant, c'est CHOMPS pour carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Donc ces différentes molécules vont former les êtres vivants. Donc on reprend la bactérie, l'homme et l'arbre. Mais comment est-ce que ces différentes molécules vont s'organiser pour former les organismes? Comment s'organisent ces molécules? Eh bien, en fait, ce qu'on va chercher à savoir, c'est quelle est l'unité fondamentale des êtres vivants. Pour pouvoir répondre à cette grande question, vous avez regardé deux organismes. Un organisme végétal, donc en l'occurrence l'élodée, qui est une petite plante d'eau douce, et un organisme humain, vous-même, en l'occurrence. Et vous avez pu observer dans les différents échantillons de tissu biologique qu'il y avait à chaque fois des petites structures que l'on appelle des cellules. Ce qui nous permet de dire déjà que les organismes sont composés de cellules, soit une cellule pour les organismes unicellulaires, soit plusieurs cellules pour les organismes pluricellulaires. On avait également étudié l'architecture globale d'une cellule et on avait vu quelle était la composition chimique des différentes parties qu'on peut retrouver dans une cellule. Donc on a vu notamment que toutes les cellules possédaient une membrane plasmique et que cette membrane plasmique était composée des lipides et des protéines qui composent la matière vivante. On avait vu que cette membrane plasmique était la frontière de la cellule et qu'elle renfermait un cytoplasme. Le cytoplasme étant composé essentiellement d'eau, mais également de glucides et de protéines en solution. Enfin, on a vu que certaines cellules possédaient un noyau et que ce noyau pouvait contenir le dernier type de molécule du vivant qu'on a étudié,
qui sont les acides nucléiques, dont l'ADN que vous connaissez bien et dont on reparlera un peu plus tard. Donc, on a vu qu'il existait des organismes pluricellulaires, hein, comme les végétaux et les humains, mais également certains organismes sont unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule, comme c'est le cas de la paramécie, qui est un petit organisme qu'on peut retrouver par exemple dans l'eau stagnante. Donc les organismes sont composés de cellules, soit une cellule pour les organismes unicellulaires, soit plusieurs pour les organismes pluricellulaires. Mais est-ce que ces cellules sont toujours identiques? Bien entendu, la réponse est non. Par exemple, pour les cellules végétales, on peut observer à l'intérieur des petites sphères vertes qui correspondent à ce qu'on appelle des chloroplastes. Chloro, ça veut dire vert. Et en fait, ce sont ces chloroplastes qui vont conférer la couleur verte aux cellules végétales et aux végétaux de manière générale, et qui vont permettre aux végétaux d'exercer la photosynthèse. Donc la photosynthèse, on va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Dans les cellules, dans toutes ces cellules-là, on peut observer également d'autres petits compartiments à l'intérieur des cellules. On peut vraiment bien les voir ici dans les cellules humaines et ici chez la paramécie, c'est le noyau. Alors il y en a également dans les lodés, mais on ne le voit pas ici. En fait, chloroplastes et noyaux sont des exemples de compartiments intracellulaires, c'est-à-dire des compartiments à l'intérieur de la cellule. Et les cellules qui possèdent des compartiments sont des cellules dites eucaryotes. Eucaryotes, ça veut dire vrai noyau. Donc en fait, ce sont les cellules qui possèdent un noyau. Bon, en réalité, les eucaryotes ne possèdent pas uniquement un noyau, mais possèdent toute une myriade de petits compartiments. Et parmi les organismes à cellules eucaryotes, en fait, on retrouve les organismes que vous voyez tous les jours, les animaux, les végétaux, les champignons, mais également d'autres organismes comme les protistes. La paramécie est un protiste. Tout ça, ce sont des organismes à cellules eucaryotes. Mais il n'y a pas que ces organismes-là qui existent. Vous connaissez par exemple les bactéries. Les bactéries ne possèdent pas de compartiment intracellulaire. On dit que ce sont des organismes prokaryotes. Alors parmi les organismes unicellulaires prokaryotes, il y a les bactéries et un autre type d'organisme qu'on évoquera juste une autre fois en cours, mais qui n'est pas du tout à connaître, sont les archées. Donc, au sein d'un même organisme, on peut également observer une autre diversité de cellules. Par exemple, dans l'organisme humain, on va retrouver des neurones. Donc les neurones, c'est ce qui permet de transmettre l'information d'un point à l'autre de l'organisme. C'est ce qui vous permet, par exemple, de contrôler votre gros orteil. Certaines de ces cellules nerveuses vont être longues de plus de 1 mètre. Donc ce sont des cellules qui vont avoir une grande taille. On peut également retrouver des cellules musculaires. Les cellules musculaires ont pour rôle de se contracter, c'est leur fonction, et c'est ce qui permet votre mouvement. Et il y a également d'autres types de cellules qui vont être par exemple les cellules de l'épithélium buccal qui vont avoir des rôles de revêtement. Bref, toutes ces cellules ont des fonctions différentes, par exemple la transmission d'informations, le mouvement. Certaines sont capables de se diviser. Et donc tous ces fonctionnements sont liés à la nature de ces cellules. Mais comment est-ce que ces différentes cellules peuvent-elles fonctionner? C'est la nouvelle question qu'on va pouvoir se poser. Alors on va prendre l'exemple du développement de l'homme. Vous savez que suite à la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, il y a la formation d'une cellule œuf qui va se diviser peu à peu. Donc elle va devoir fabriquer de la matière et de l'énergie pour pouvoir se diviser. Et cette cellule œuf, à force de division, va finir par donner un bébé qui deviendra un adulte, etc. Donc comme je viens de le dire, pour pouvoir se diviser et fabriquer sa matière, elle doit produire donc et utiliser de la matière et de l'énergie pour pouvoir fonctionner correctement. Et donc finir par créer un être humain entier. Eh bien, en fait, la production et l'utilisation de cette énergie et cette matière est permise par ce que l'on appelle le métabolisme de la cellule. C'est une notion un peu complexe, donc on va passer à quelques définitions. Déjà, le métabolisme d'une cellule, cela correspond à l'ensemble des réactions métaboliques d'une cellule. Donc maintenant, on va définir ce qu'est une réaction métabolique. Une réaction métabolique, c'est une réaction chimique effectuée par la cellule qui lui permet de produire de l'énergie et ou de la matière. C'est un peu abstrait, donc on va prendre un exemple particulier de réaction métabolique que vous connaissez, la respiration cellulaire. Alors la respiration cellulaire, c'est une réaction métabolique qui correspond à l'utilisation d'un nutriment, le glucose, de formule C6H12O6, l'utilisation également du dioxygène, par exemple le dioxygène qu'on peut trouver dans l'air quand on respire. Et ce dioxygène va servir à oxyder le glucose et va le transformer en dioxyde de carbone et eau et libérer de l'énergie, énergie que la cellule va utiliser. On peut visualiser cette réaction de respiration cellulaire, cette réaction métabolique, dans une culture de levure par exemple, où on mesurerait les différents gaz
et dans laquelle on injecterait du glucose. Par exemple, là on voit à partir de ce moment-là, on injecte du glucose. Ce que l'on observe, c'est que il y a une diminution du dioxygène en présence du glucose. Donc on voit ici, là, ce graphe présente l'évolution du dioxygène au cours du temps, et on voit qu'il y a une diminution du dioxygène à partir du moment où on injecte du glucose, et une augmentation du dioxyde de carbone ou CO2 à partir du moment où on injecte du glucose. C'est normal puisque la respiration cellulaire consomme du dioxygène, donc il est normal qu'il diminue dans la culture, et produit du dioxyde de carbone, donc il est normal qu'il augmente dans la culture. Donc on va reprendre l'exemple de la respiration cellulaire pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement dans une cellule. Donc c'est une réaction métabolique qui permet de produire de l'énergie à partir de glucose et de dioxygène. Donc le glucose et le dioxygène sont présents dans l'environnement. Ce sont des réactifs. La cellule va les prélever et va le transformer, ce glucose, en CO2, H2O et énergie. L'énergie va être utilisée par la cellule pour effectuer ces différentes fonctions, tandis que le CO2 et l'eau vont être évacués dans l'environnement car ce sont des déchets. Donc, pour pouvoir effectuer son métabolisme, pour pouvoir le faire fonctionner, la cellule effectue des échanges avec son environnement au travers de la membrane plasmique. Comment réguler ce métabolisme? Eh bien, on va pouvoir répondre à cette question en étudiant la photosynthèse, qui est une réaction métabolique qui permet à la cellule de créer de la matière organique à partir de gaz carbonique, d'eau et d'énergie lumineuse. Donc on voit ici 6CO2 plus 6H2O en présence de lumière permet la fabrication de molécules organiques et de dioxygène. On peut le visualiser en étudiant par exemple les gaz dans une culture de glène. Donc les glènes sont des petites cellules végétales, des algues, en présence de lumière ou non. Et tout ça au cours du temps. On peut observer donc 3 grandes phases. Dans la première phase, à l'obscurité, on peut voir que le dioxygène diminue tandis que le CO2 augmente. Ah tiens, ça correspond à la respiration cellulaire. Par contre, dès qu'il y a de la lumière, on voit que le dioxygène augmente tandis que le CO2 diminue. Ah, est-ce que c'est normal? Eh bien oui, puisque la photosynthèse consomme du CO2 et produit de l'O2. Donc c'est normal. Il y a photosynthèse à ce moment-là. Et enfin, quand on remet à l'obscurité, on voit que le dioxygène diminue et le CO2 augmente, c'est-à-dire qu'il y a respiration cellulaire. Donc, la photosynthèse n'est possible uniquement que s'il y a de la lumière dans le milieu. Donc, photosynthèse possible si présence de lumière dans l'environnement. C'est pareil pour la respiration cellulaire au final. Elle n'est possible que s'il y a du glucose et du dioxygène disponibles dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle environnemental du métabolisme des cellules. On va faire un petit résumé et on va voir qu'il n'y a pas que l'environnement qui contrôle le métabolisme. Donc, on va le voir quand même pour l'environnement, ce sont en fait les différents nutriments, l'énergie lumineuse, etc., qui vont permettre le contrôle du métabolisme, d'une part. D'accord? En plus, l'environnement permet d'évacuer les déchets du métabolisme. Mais il y a également l'information génétique de la cellule qui va contrôler le métabolisme. C'est ce qui explique pourquoi, par exemple, il n'y a que les cellules végétales qui peuvent effectuer la photosynthèse, c'est parce qu'elles possèdent une information génétique particulière qui lui permet d'effectuer cette photosynthèse, contrairement aux organismes animaux, comme l'humain, qui ne possèdent pas cette même information génétique et donc ne peut pas effectuer cette réaction métabolique. Donc, il y a également un contrôle par l'information génétique. Donc, le métabolisme est contrôlé par 1. L'environnement, 2. L'information génétique de la cellule. Pour résumer ce chapitre, tout d'abord, la matière vivante et les êtres vivants sont composés essentiellement d'eau et de molécules organiques. Et ces molécules organiques, si on les prend dans leur ensemble, sont essentiellement composées de carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et enfin un petit peu de soufre, CHOMPS. Les molécules organiques et l'eau vont s'organiser en cellules et les organismes sont composés tous de cellules. Il existe différents types de cellules, par exemple les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. Et enfin, les cellules fonctionnent via leur métabolisme, qui est lui contrôlé par l'environnement et l'information génétique de la cellule. Merci de votre attention pour cette petite vidéo. Pour rappel, elle n'est pas suffisante pour le contrôle. Il faut également revoir la leçon, apprendre les différents bilans et surtout être capable d'avoir bien en tête le plan du cours, d'avoir les différentes parties du cours bien en tête. Et je vous conseille également très fortement de revoir et de refaire toutes les activités que je vous ai proposées. Sur ce, je vous souhaite bon courage et bonne réussite.